Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1101 de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 septembre 2025. Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jean-Christophe Béchet pour cette grande discussion autour de la notion de storytelling en photographie. Alors quand on pense storytelling en photographie, on pense assez facilement au reportage ou au documentaire, à l'image forte qui témoigne ou qui peut dénoncer. Mais on peut tout aussi bien parler de storytelling sur les réseaux, dans l'univers de la publicité ou encore de l'influence. Comment raconter une histoire avec la photographie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre, Jean-Christophe. Alors en guise d'introduction, plutôt d'ouverture à cette discussion, on vous propose d'écouter la voix de Dimitri Beck, le directeur de la photographie de Polka, qui nous donne sa vision du storytelling. Le storytelling, c'est appliquer, ce qu'on a avec, les grands récits, un peu le principe de «Il était une fois», ou, de raconter les grandes odyssées, que ça vienne, que ce soit ne ça nous soit raconté en images. Donc il faut être transporté, sentir une histoire humaine. C'est ce que nous, on aime en particulier, à Polka, c'est ce regard humaniste, pas pour juger, mais pour, raconter le quotidien, la situation, les conditions de vie, de gens, de groupes de gens, d'une personne parfois, d'une famille, que ce soit, en France, en bas de chez nous, ou à l'autre bout du monde, peu nous importe. Et ces grands récits-là, on sent qu'on est emporté avec à la fois la photographie elle nous propose, une lecture, je dirais riche, et on a des éléments de compréhension visuelle qui nous amènent le travail, et nous prépare le terrain de ce que l'on nous raconte, et on commence à ressentir l'histoire, qui se raconte sous nos yeux, et bien sûr appuyé toujours appuyé avec des informations qui sont fournies, dans les légendes, et évidemment avec un synopsis, voilà, et ça c'est ce que fait très bien Pascal Maître, voilà, photographe, qu'on représente dorénavant, avec lequel on a commencé à travailler, depuis cette année, et qui lui, nous raconte toujours des récits très riches, beaucoup en Afrique, mais aussi ailleurs. Là, il a fait 2 grands reportages pour Paris Match, qui sont présentés, exposés à Visa pour l'image, cette année. Un travail, en Bolivie, je crois, et un autre au Bangladesh, et donc pour montrer, raconter, c'est la vie de ces villes qui grossissent à vue d'œil et qui vont compter, des millions de gens, et même quelques dizaines de millions d'habitants, voilà, des grands enjeux, et donc à travers chacune de ces photos, des photographes comme Pascal Maître, eh bien, incarnent, nous représentent en un cliché, nous font un grand récit d'une problématique, d'une situation, et puis c'est nourri d'informations. Voilà, lui, c'est quand même un grand exemple, mais bien sûr, il y a plein d'autres photographes, parmi eux, et qu'on a justement qui nous ont rejoints, et avec lequel Pascal Maître est exposé. Il y avait Alain Keller, qu'on a exposé à Polka aussi, et lui, c'est vraiment le journal d'un photographe, c'est-à-dire qu'en une image, il nous fait un récit d'une situation, alors de reportage qu'il a pu faire dans les années 70-80, et encore aujourd'hui, et voilà, ces gens-là, en une image et après une série d'images, nous emportent dans un univers, et on est, yeux grands ouverts, oreilles grandes, on est tout oui, et c'est ça, un récit photographique. Tu es plutôt en phase, Jean-Christophe, avec ce que raconte Dimitri? Ah oui, tout à fait sur, une des façons de parler de ce thème. Parce qu'en fait, quand vous m'avez parlé du thème, c'est vrai que moi, c'est pas un thème que j'emploie tellement en storytelling, enfin, pas de façon très positive en tout cas. C'est vrai que je suis pas du tout contre les anglicismes parce que j'utilise beaucoup, mais C'est toi voilà, qui parles, qui revendique la street photo notamment. absolument, street photo, editing, tout ça. Donc je suis pas du tout contre les voilà, bon, en français, on pourrait dire narration et ça marcherait assez bien, mais bon, On verra un autre terme tout à l'heure voilà. employé par Mais une autre personne. pour moi, du coup, j'ai un peu réfléchi à la question parce que c'est un peu vague. Donc, et en fait, bon, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il y a trois façons d'aborder la question, quoi. Il y a la première, c'est effectivement, comme Dimitri le dit, ou Pascal Met, c'est ce qu'on appelle l'histoire en photojournalisme. Pour prendre mon exemple, moi, j'ai commencé la photographie
pour faire des histoires. C'est-à-dire, il se trouve que j'ai déjà raconté souvent, mais j'ai eu la chance de commencer avec Salgado, voilà mon premier stage, et après de rencontrer justement Robert Pledge et des gens comme ça. Et c'est vrai qu'ils me disaient, voilà, l'histoire, quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu veux? Quelle histoire tu veux raconter? C'est d'aller dans un pays et trouver un sujet, en fait. Et dans le mot photojournalisme, il y a journalisme. Et comme on écrit un papier sur un fait, sur une histoire, on raconte. Alors si on passe longtemps, on va raconter une histoire longue, ça peut être une histoire brève, ça peut être... Ouais. Mais c'est construit aussi comme une histoire. C'est-à-dire, il y a un début, il disait, il était une fois, il y a un milieu, une fin, il y a des photos, des gros plans, des plans serrés, il faut connaître le nom des gens qu'on photographie. Enfin, on est dans du journalisme, c'est-à-dire, c'est sourcé, c'est informé, et c'est aussi, on essaye de faire des photos esthétiques ou des photos qui marchent visuellement, quoi. Donc ça, c'est l'histoire journalistique. Voilà. C'est vrai que moi, dans mon exemple, au début, j'étais parti là-dessus, puis rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui m'intéressait le plus, que j'avais pas l'impression d'être super heureux dans ce carcan de l'histoire, parce que l'histoire, ensuite, elle est faite aussi pour être publiée. Si elle n'est pas publiée, elle n'existe pas quand même d'une certaine façon, donc elle doit rentrer ensuite dans le moule d'un magazine, que ce soit Paris Match évidemment, mais aussi d'autres, Géo, National Geographic ou d'autres. Et donc après, cette histoire, en fait, on n'est quand même pas, c'est pas son histoire personnelle, c'est aussi qu'on raconte, c'est aussi une histoire qui rentre dans la logique à partir des mêmes photos, ils ne vont pas raconter la même histoire suivant le support, suivant qu'on le fasse pour le Figaro Magazine, pour l'Humanité, pour Libération, pour Paris Match. La même matière première peut être aussi, sans du tout truquer les choses, assez différente, quoi. Donc après, je pense qu'il y a une autre façon de parler ce qu'on peut raconter. C'est la série, la deuxième partie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est moins journalistique. Voilà. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt là, dans cette pratique-là. Et dans mes stages, justement, c'est plutôt ça, parce que je ne fais pas des stages de photojournalisme. C'est plutôt comment trouver une cohérence entre les images qui va aussi, entre guillemets, guider le spectateur dans un univers qu'on lui propose. Donc, quand je fais un livre sur une ville, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un sujet, une ville, mais j'essaye de faire passer une atmosphère et par les photos, de raconter une sorte... Alors, moi, j'emploie le terme de mélodie visuelle souvent, c'est-à-dire les photos ensemble s'enchaînent et racontent une ambiance, une histoire, mais une histoire qui est à la fois l'histoire des gens qu'on photographie, parce que moi, je reste un photographe des autres, enfin, je ne parle pas que de moi, mais une histoire aussi où je mets ma propre subjectivité à l'intérieur. Et les gens que je photographie, par exemple, c'est ce que je dis souvent sur la street, je ne connais pas forcément leur nom. Ils sont présents sur mes photos, c'est des anonymes. L'architecture, les gens sont des anonymes et tout ça, ça raconte. Donc ça, c'est pour moi un storytelling, entre guillemets, plus personnel. Bon, c'est ce que je vais appeler la série. Très personnel, parce que dans tes derniers livres, donc, qui sont Rio Praia, Rio Centro, tu évoques même donc, Blaise Cendrars, et tu fais le parallèle entre la ville que tu connais très bien, Marseille, et le Brésil que tu découvres. Et du coup, il y a quelque chose qui vient nourrir le storytelling de très personnel quand même. Bien sûr, voilà. Moi, je vois Rio comme une ville coupée en deux déjà. Donc, je fais 2 livres, un sur la plage, un sur le centre-ville. Pour moi, Rio, c'est 2 villes. Donc, ça, c'est un point de vue. C'est pas un point de vue objectif, journalistique, on va dire. Et je prends, voilà. Et pour moi, la plage est une ville aussi. Oui, tu as fait de la beach photographie. Voilà. Parce qu'en fait, la plage est un lieu social, est un lieu où les gens travaillent, où les gens donnent rendez-vous à leurs amis, où les gens marchent, où les gens se baignent, où les gens. Enfin, c'est. Ça raconte clairement quelque chose sur la ville en elle-même. Juste pour les gens qui ne connaissent pas, à Rio, on peut aller à la plage 364 jours par an. Donc, c'est aussi différent. C'est pas que même l'hiver, voilà, c'est très rare les jours où la plage est vide. Et c'est un lieu, c'est une agora, on va dire. Voilà. Et donc, l'univers de la plage est plutôt vers les quartiers riches, à Rio, est complètement différent du centre-ville, qui est le business, qui est la ville déserte le week-end, qui est la ville un peu dangereuse par moment. Enfin, voilà. Donc, c'est 2 ambiances complètement différentes. Et les favelas sont présents dans les 2 espaces. Donc, c'est ça aussi, que ce n'est pas du tout que, entre guillemets, ville riche, ville pauvre. Et puis, donc, pour revenir au storytelling, il y a aussi ce que moi j'ai découvert, mais que je ne connaissais pas et que j'ai découvert récemment, enfin il y a quelques années aussi, c'est-à-dire de plus en plus, on a besoin de raconter une histoire sur l'auteur. Moi, c'est vrai qu'il y a eu un exemple, je ne citerai pas à la galerie, mais qui, en gros, je présentais mes photos, etc. La galerie des photographes où tu es... Voilà, une autre galerie, voilà. Et c'est vrai elle me disait qu'elle avait besoin, pour présenter un auteur, de pouvoir raconter une histoire sur cet auteur aussi. C'est-à-dire que de plus en plus, et on voit bien ça dans les expositions, on voit bien ça on parle aussi du parcours de l'auteur, on va dire. On va aussi s'intéresser au fait que, je sais pas, il vient d'un pays lointain. Ses blessures, ses origines. Pour légitimer. Pas pour légitimer, mais simplement parce que c'est intéressant, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avant, pour reprendre l'exemple concret, Pascal Maître, on ne connaît pas sa vie, par exemple. Dans les histoires, on ne sait pas. Voilà. Et il ne raconte pas sa situation de famille, il ne parle pas de ses parents, de ses enfants. Voilà.
De pardon Si, on sait qu'il aime le rugby. Voilà, ça s'arrête là. Après la commande qu'il a fait à la BNF, et on sait que tu aimes le foot aussi. Voilà, on a des petits... puis en plus, on a d'autres points communs avec Pascal, mais que je ne révélerai pas ici. Mais donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'exemple de Depardon qui, lui, a commencé à parler de lui. Oui. Notamment, il a commencé à mettre des légendes. Au lieu de parler que des autres, il parlait un peu de lui. Donc, il a commencé à faire glisser l'histoire du photoreportage vers une histoire personnelle. Il est dans un hôtel, il s'ennuie, où il raconte lui-même son errance. Un peu les coulisses, quoi. Voilà, ça aussi, ça a un peu évolué. Voilà. Bah, est-ce que les coulisses, le storytelling, c'est une autre facette du storytelling, c'est les coulisses. Voilà. Quand tu dis ça, raconter de soi, c'est aussi le storytelling. Ça peut être aujourd'hui demander à un Pascal Maître ou quelqu'un qui est sur le terrain raconter les coulisses de ce qu'il est en train de faire. Et c'est une autre forme de storytelling. Absolument. Mais c'est vrai que maintenant, on a un peu tendance à plus. Je vais dire, voilà, le troisième storytelling, pour moi, repose moins sur la qualité des photos, on va dire. Non, mais c'est une autre histoire. Que sur la singularité du parcours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires dans la photo. C'est pour ça que si on parle de storytelling, je dis il y a le storytelling du photojournaliste, le storytelling basé sur la série photo et le storytelling basé sur la vie, en tout cas le parcours personnel. Ouais. Bon, quelqu'un, par exemple, qui est à la recherche de son père, qui est à la recherche de ses racines familiales, qui a été réfugié, qui a été expatrié. Oui, mais ça peut être, comme disait Arthur, pour légitimer un projet ou le justifier. Voilà, des fois, un storytelling te dit, ah tiens, regarde, pour arriver à tel endroit, je me suis levé à telle heure, j'ai utilisé un fixeur, ça m'a coûté tant, etc. Oui, là où ça devient gênant, c'est quand on a besoin de ça en plus pour justifier le fait de montrer autre chose. Peut-être qu'on n'a pas le choix. Il y a un truc qui devient un peu gênant à ce moment-là. Absolument, et peut-être qu'on n'a pas le choix. Peut-être que c'est demandé par quelqu'un, par un journal qui va envoyer en commande, etc. On va lui demander un making-of pour justifier d'être à tel endroit. Voilà, mais c'est vrai que ce storytelling-là n'existe pas tellement dans le photojournalisme, ou dans le journal, parce que finalement, le journal n'est plus le moyen de montrer sa photo maintenant. C'est plutôt... Et c'est vrai que ce qui peut être l'excès du storytelling, c'est qu'en fait, on va vendre des expositions, par exemple, dans la presse, après, on va ne parler que du parcours de la personne, on va très peu parler de la qualité photo elle-même. Donc voilà, pour moi, c'est trois voies très différentes. En tout cas, pour moi, c'est très clair qu'il y a trois façons d'aborder l'histoire qu'on raconte à partir de photos ou sur des photos. Voilà, c'était ma petite réflexion du matin. C'est une très bonne réflexion pour introduire tout ça. J'ai une question. En ce qui te concerne, Jean-Christophe, est-ce que c'est d'une ou des images que ressort l'histoire, ou est-ce que c'est l'histoire qui va guider là où les images que tu vas faire? En fait, c'est vrai qu'on est en photographie, on est en plein paradoxe parce que pour moi, une photo seule n'a pas grand intérêt personnellement. C'est-à-dire que après, je suis d'accord que dans une logique de galerie, les gens achètent une seule photo. Mais je pense que quand on achète la photo d'un photographe qu'on aime bien, on achète aussi, entre guillemets, une part de son œuvre complète. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai des photos de certains photographes, j'ai cette photo, mais elle m'évoque plein d'autres photos de ce photographe. J'aurais du mal à acheter une photo, personnellement, de quelqu'un dont je ne connais rien. Donc, et c'est vrai que... Et moi, en tant que photographe... Pour moi, réussir une photo m'intéresse absolument pas. J'ai aucun intérêt à faire une photo réussie, une belle photo. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de construire quelque chose. Pour moi, c'est comme quelqu'un en littérature qui réussirait 3 phrases ou un poème. Bon, s'il n'arrive pas à en faire beaucoup qui vont ensemble dans un recueil ou qui racontent quelque chose ensemble, pour moi, c'est pas très intéressant. Et donc, et c'est ce qui a un peu changé dans la photographie, je pense, depuis quelques années. C'est pour ça que la série a pris une certaine importance et que souvent, on me pose des questions là-dessus. C'est vrai qu'avant, la photographie était un peu une performance visuelle, c'est-à-dire que, notamment dans les clubs photos, mais même en dehors, on essayait de réussir une photo de paysage, de réussir un portrait, des règles pour réussir dans tous les genres. On ne demandera jamais à un sportif qui fait un athlétisme, à part le décathlon, je veux bien, mais qui est un cas particulier, de faire un peu de son hauteur, un peu de lancer du poids, un peu de course. Voilà. Et pour moi, ça voudrait dire ça. Moi, je pense qu'un bon photographe, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de faire tous les styles, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre son univers, de transmettre sa sensibilité, de transmettre son intelligence, son histoire personnelle à travers cet outil qu'est l'appareil photo et de nous raconter quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, qui nous intéresse. Mais une image peut suffire à faire ça. Comme le dit Dimitri, pour moi, certainement pas. Il cite Alain Keller. L'image du pianiste à Grozny d'Alain Keller, elle est fantastique. Elle raconte un moment comme ça, suspendu, poétique, en plein milieu d'un conflit terrible. C'est une photo qui raconte une histoire qui se suffit à elle-même.
Non, je crois pas. En plus, j'ai cette photo, donc tu vois, je vois très bien laquelle c'est, puisque je l'ai chez moi. Et j'aime beaucoup cette photo aussi d'Alain, et je connais bien Alain. Pour moi, je veux dire, cette photo toute seule n'a aucun intérêt. Elle est intéressante parce qu'elle fait partie du livre Vendeste et parce qu'elle est partie aussi d'Alain Keller que je connais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette photo parce qu'elle est entourée d'une. Tu montres cette photo à quelqu'un qui a aucune idée du conflit à Tchétchénie, voilà, de tous ces conflits. Voilà, elle est pas faite pour être, entre guillemets, admirée pour la lumière. Il fait un mauvais temps, elle est un peu. Voilà, mais. Allez, autre exemple. James Nachtwey, Rwanda, la tête d'un Tutsi avec une énorme cicatrice qui lui barre le visage. Une photo qui montre pas une seule machette et qui résume toute l'atrocité d'un conflit et qui se suffit là aussi elle-même. Pas besoin d'une série pour comprendre. Bah, si, parce que moi, si tu me montres cette photo, elle me touche pas du tout toute seule. Non, mais au-delà de ces exemples hyper précis, il y a quand même cette idée, en tout cas dans le photojournalisme. Si on regarde ne serait-ce que le WordPress, on récompense une photo et pas forcément un reportage en entier. Si, en général, c'est une série. Non, mais il y a toujours aussi la photo de l'année, quoi. Oui, bah, c'est bien ça le problème, pour moi. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Non, mais le but, c'est pas de dire l'un ou l'autre, c'est de dire c'est possible dans certains cas. Mais on n'est pas d'accord, clairement. Mais dire c'est plus dur. Après, on peut aller là-dessus peut-être. C'est peut-être plus dur de travailler en série que de briller au travers d'une photo. Mais c'est pas l'idée. La question, c'est plus est-ce qu'une photo ne peut pas se suffire elle-même pour raconter quelque chose? Moi, je pense que si. Après, une série va aller plus dans le détail, va être plus complexe et va dérouler quelque chose qui va vraiment aborder différentes facettes. Non, mais après, parfois, une photo peut suffire. En fait, c'est la différence entre si tu as un regard de spectateur, forcément, tu peux juste adorer une photo, l'acheter, la mettre au mur chez toi aussi parce qu'elle te rappelle des souvenirs personnels. Bien sûr. Donc là, c'est différent. C'est-à-dire, moi, je sais que quand je vends des photos, il y a des gens qui ont acheté certaines de mes photos des États-Unis parce qu'ils sont allés à cet endroit, ça leur rappelle un souvenir personnel. Ils aiment la photo, mais aussi elle résonne avec leur histoire personnelle. Donc, des fois, alors là, on parlait du photojournalisme, c'est vrai. Oui. Moi, je pense que photojournalisme, il faut connaître le sujet et il faut être. Parce que ça soit un Tutsi ou un Hutu, on ne le voit pas sur la photo si tu ne sais pas. Il peut y avoir des Hutus aussi attaqués. Il peut y avoir d'autres, ça peut être fait ailleurs qu'au Rwanda. Non, mais le propos, c'est dire, tout comme en littérature, tu vas avoir des histoires courtes, tu vas avoir des très brèves ou plus longues. En photographie, tu peux aussi avoir différents niveaux de narration. Alors, le spectateur, lui, il peut se contenter d'une seule photo s'il a juste besoin d'une photo pour, entre guillemets, vivre avec ou pour... Le photographe, lui, je crois qu'il ne peut pas réfléchir par photo individuelle, voilà, maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait peut-être, dans les années, jusqu'aux années 80, 90, on pouvait imaginer un photographe qui se dit, bon, je fais des belles photos, entre guillemets, que je vends comme ça. Maintenant, les belles photos sont faciles à faire, quand même, on en trouve plein sur Internet, on tape ce qu'on veut, on trouve tout. Donc, ça, je suis et donc, totalement d'accord. maintenant, ce qui va faire un photographe, c'est sa capacité à faire vivre ensemble des photos, à leur donner ce que j'appelle une mélodie, c'est-à-dire leur donner une cohérence ensemble. Et l'idée, c'est que les photos tout ensemble sont plus riches que chaque photo individuellement et nous racontent une histoire qui nous intéresse, pas que parce que c'est beau et I like, et après j'oublie. C'est quelque chose d'un peu plus profond. Et bien justement, on va aborder cette notion, cet aspect narratif d'un sujet. Et pour se donner un exemple très concret, on va écouter le témoignage de Pascal Mette, grand photoreporter, qui nous parle de l'un de ces sujets du moment. Mon propos est très précis. Je travaille sur des villes qui vont doubler de population d'ici 30 ans à peu près, qui est le plus gros problème que le monde va avoir à faire face. C'est-à-dire, je ne fais pas une histoire, les gens pensent que je fais une histoire en mégapole. Non, parce que tu as des mégapoles, tu as Tokyo, Mexico, tout ce que tu veux, elles sont établies. Et la deuxième chose, elles ont des infrastructures pour absorber quand ça augmente un peu. Moi, je te parle de Kinshasa qui va passer de 17 à 30 millions sans aucune infrastructure. Ce que j'ai montré à Visa, j'ai fait Dakar. Dakar, 24 millions, ça va augmenter encore énormément et c'est 40 000 habitants au kilomètre carré, la plus grande densité au monde. Pour donner un exemple, Tokyo, c'est 13 000, pas 40 millions, mais 40 000, et Paris, intramuros, 9 000 habitants au kilomètre carré. Et j'ai fait El Alto La Paz, qui est l'Amérique du Sud. Ce sont les 3 continents qui vont être impactés par ce phénomène-là. Je donne une alerte, il y a quelque chose qui se prépare, dont on ne parle pas, et que le monde va devoir gérer.
et on ne sait pas encore comment. Donc, mon storytelling, c'est la population mondiale va augmenter, mais pas partout. Et il y a des zones comme l'Afrique où elle va doubler, même voire tripler la population, essentiellement dans les villes. Alors que l'Afrique n'est pas beaucoup peuplée, mais ça va faire des monstres énormes, sans aujourd'hui pratiquement d'infrastructures. Donc c'est un vrai problème qui nous concerne tous. Alors le storytelling, il peut être aussi sur des choses plus artistiques, hein, qui peuvent raconter une histoire. Une série de photos qui sont des photos conceptuelles peuvent aussi raconter une histoire. Ce n'est pas obligatoirement du journalisme. Hmm. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une série tient la route d'un point de vue narratif? Ben, déjà, il faut pour moi envisager la finalité de la série. C'est-à-dire qu'une série n'existe pas sans sa finalité. Qu'est-ce qu'est la finalité? En fait, la photographie, on voit une photographie sous quelle forme? Il y a 3 façons de voir une photographie. Une exposition, donc c'est un mur avec des tirages au mur. Un livre, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des pages qu'on tourne et du coup, voilà. Et puis la troisième chose, c'est le diaporama au sens large, c'est-à-dire bon, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en projection dans une salle, dans un festival. Et c'est pas du tout ça change tout, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent, quand j'ai pu, j'adore faire ça. C'est-à-dire, j'ai une expo quelque part avec une série. Elle est issue du livre et je fais aussi un diaporama. Et il y a des gens qui ont aimé plus le diaporama, qui ont mieux compris le propos dans le diaporama, d'autres dans le livre, et d'autres dans l'expo. Et dans le diaporama, on peut mettre, 200, 300 photos parce que ça défile toutes les 5 secondes. C'est pas très cher à produire. Enfin, qu'on fasse un diaporama de 8 minutes ou de 16 minutes, le coût est à peu près le même. Donc ça compte tout ça, quoi. Dans une expo, on est contraint par la place. Et si on fait des grands formats, des petits formats, le prix des tirages, des encadrements, et donc aussi, est-ce que c'est une expo où on vend? Et à ce moment-là, c'est différent. Une expo dans un centre d'art où on vend pas, on n'a pas la même pression de mettre des photos qui peuvent être achetées. Et puis le livre, on est contraint par le nombre de pages, le format. Moi, c'est pour ça que j'essaie de faire un livre un peu différent, de réfléchir à la maquette. Et c'est vrai que suivant la maquette, on ne va pas choisir exactement les mêmes photos. Donc souvent dans mes stages, je dis même l'editing de ma série ne va pas être le même pour l'exposition, pour le livre et pour un diaporama. L'ordre des photos ne va pas forcément être le même parce que bon, dans une expo, on a un mur à gauche, un mur à droite. On ne sait pas très bien si les gens vont rentrer par la gauche, par la droite. C'est très difficile de guider le regard dans une exposition. Dans un livre, il y a un nombre de pages dans l'ordre, même si beaucoup de gens le feuillettent à l'envers. Donc déjà, il y a cette idée de se dire qu'est-ce qui va faire tenir, c'est-à-dire de réfléchir quel est le meilleur moyen. Et puis, on en parlait tout à l'heure, dans les magazines, c'est eux qui vont faire la mise en page. Donc, le travail de Pascal Maître, je souscris tout à fait à ce qu'il dit, mais ensuite, le magazine va garder 5, 6, 7 photos. C'est très peu pour expliquer. S'il fait un livre, il pourra plus développer sa série, son projet, sa narration. S'il fait une expo, il racontera une narration différente du livre et du journalisme. Et dans ton cas, comment tu procèdes? Par exemple, sur ce travail à Rio, tu sais d'emblée que tu vas faire des bouquins, du coup? Tu te conditionnes par rapport à ça? Ou alors tu t'es fait à côté un editing pour les diapos, pour faire un diaporama, comme tu l'as dit, ou une expo? Enfin, moi, depuis presque maintenant 30 ans, presque. En fait, j'ai pris une façon de travailler qui m'est personnelle. En fait, au départ, c'était un peu nouveau. C'est-à-dire, j'ai inversé la proposition. C'est-à-dire que beaucoup de gens travaillaient d'abord ou pour la presse ou pour l'expo. Ils faisaient le livre. Le livre venait un peu une fois que la série avait bien marché ou une fois qu'on avait une grande expo, on faisait le livre. Moi, c'est vrai que j'ai été tout de suite fasciné par le livre photo. Donc, en fait, moi, je travaille pour le livre. C'est-à-dire que ma série est construite pour les livres. Et mon expo est un extrait du livre. En fait, je dis souvent pour faire comprendre à des gens qui n'ont pas l'habitude, je suis un peu comme un musicien qui fait un album avec 12 morceaux, et puis sur scène, il en joue 6, quoi, parce qu'il peut pas, on lui a dit, tu auras le temps pour jouer 6 morceaux. Ou alors après, tu fais un concert et tu joues 3 morceaux d'un album, 2 d'un autre. Je suis un peu dans cette logique-là. Je construis des albums ou des livres, et je travaille pour ça. Et le diaporama, je le travaille en gros, je ne vais pas refaire un editing différent, sauf une demande spécifique. Je vais repartir de ma sélection du livre et peut-être changer un peu l'ordre des photos, peut-être, mais je ne vais pas rajouter de nouvelles photos. En gros, je vais dire que la sélection que j'ai faite pour le livre est ma sélection définitive. Bon, sur Rio, là, il y a quand même pas mal de photos. Chaque livre a à peu près 150 photos, donc j'en ai quand même 300, mais j'en ai fait peut-être 7000. Et donc, les 6700 autres n'existent pas. On va dire, je ne vais pas les ressortir pour
un diaporama ou pour une expo, c'est ceux qui sont là-dedans qui vont ensuite vivre dans d'autres supports. Mais c'est ma façon personnelle. D'autres peuvent se dire, moi, je pars d'un diaporama parce qu'il y a plus de photos, de 700 photos, j'en extrais une. Voilà. Mais je pense qu'à un moment, il faut se poser la question de quelle est la destination de sa série, parce que suivant la destination, sa série aura plus ou moins d'ampleur. Avec des photos aussi qui vont, peut-être on en reparlera, mais bon, puisque le sujet vient là-dessus, c'est-à-dire des photos qui sont aussi des photos relais, quoi, en fait. C'était Depardon, je crois, qui employait ce terme. C'est-à-dire que dans un livre, c'est pas forcément que des photos C'est fortes pas qui les se meilleures succèdent. photos, mais ça, c'est comme dans la presse magazine aussi. Voilà, on essaye de mettre les meilleures photos, mais Que des du fois, liant, quoi. voilà, des fois, ces photos en plus se répètent, ou par exemple, voilà, travailler les transitions, bon, dans un diaporama aussi, est-ce qu'on est en fondu enchaîné? Il peut y avoir des photos moins fortes qui servent, entre guillemets, le propos, et comme en musique, il peut y avoir un silence, ou il peut y avoir un morceau qui va faire le lien. Et donc, c'est cette science un peu de la construction qui est aussi importante, parce que c'est vrai que des fois, c'est plus fort, voilà, ou des fois, c'est plus fort sur des séries. J'ai eu des exemples dans mes stages, notamment, où des gens avaient gardé, je sais pas, 35 photos, et j'en garde 22, et c'est vraiment mieux. Et c'est les mêmes. Enfin, j'en ai enlevé 13, et 13 photos de moins, ça rend la série plus forte. Ça rend la narration plus claire. Parce que des fois, si on met au milieu des photos qu'on a gardées pour des raisons sentimentales, ou parce qu'on a du mal à se détacher de ces photos, et qu'en fait, elles sont moins cohérentes ou elles marchent moins bien, finalement, on appauvrit son histoire. Une histoire trop longue, ben, finalement, on va s'ennuyer, ben, comme dans un film. On refait un montage plus serré. Et en fait, c'est commun ou un livre. On refait un montage plus serré et finalement, l'histoire passe mieux, quoi. Ou parfois, on fait l'inverse. Dans des films, on a des versions Redux comme Apocalypse Now où on va rajouter des choses plus tard. Mais bon, Voilà, mais quand c'est un gros succès et qu'on a envie d'en voir plus. Mais généralement, moi, j'aurais plutôt tendance en ce moment à couper les films, élaguer. à élaguer dans beaucoup de films. Ouais. Voilà. Et donc, mais ça, c'est bon, voilà. Ou dans les livres, je pense que c'est vrai qu'il y a aussi cette. Mais après, chez chacun son. C'est plus facile de couper dans les photos des autres et dans les livres des autres que dans les siens. Et quel rapport finalement au texte dans tout ça? Est-ce que selon toi, l'histoire doit être accompagnée d'un texte pour aider, guider l'observateur à sa compréhension? Est-ce que tu pars d'un texte dans la création de tes histoires comme d'un fil rouge personnel? Est-ce que le texte a sa place dans ton processus de storyteller? Alors pour moi, oui, parce que je suis plutôt quelqu'un d'une formation littéraire, on va dire, quoi. Voilà, donc encore une fois, chaque photographe a un peu sa façon de. J'écris un peu un synopsis. Enfin, je m'inspire beaucoup. Bon, je prends le dernier exemple parce que c'est le dernier livre sur Rio. Ben, c'est vrai qu'il y avait les textes de Blaise Cendrars. Après, j'ai découvert ce poète brésilien. Je m'intéresse à la littérature du pays où je suis, avec des écrivains ou des écrivains français, quoi. Il y a aussi. J'ai fait quelque chose sur Stéphane Zweig qui se suicide à Petropolis, c'est à 1 heure de Rio. Je fais quelque chose de Bernanos qui était aussi au Brésil dans les années 40. Il y a Camus qui a visité le Brésil et qui n'a pas franchement adoré, enfin qui a eu des réticences. Voilà. Et puis après, les écrivains locaux, bon, il y en a plein qu'on connaît déjà. Et puis là, je me suis pas mal intéressé à Carlos Drummond de Andrade, il y a son poème dans le livre. Et donc tout ça m'aide, j'écris un peu des choses. Et moi, c'est vrai que voilà. Après, encore une fois, je reviens à cette histoire de fidélité. C'est vrai que dans une expo, on va souvent mettre un texte au début et il faut être clair que beaucoup de gens ne le lisent pas. Donc, il y a peu de gens qui arrivent dans une expo qui se tapent un texte tout de suite avant d'aller voir les photos. Des fois, c'est un peu violent de se taper un énorme pavé. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que souvent, quand on veut raconter une histoire, c'est vrai que c'est compliqué. Quelqu'un débarque, il est attiré juste par les couleurs ou par des photos sympas. En gros, j'ai l'habitude de dire que les gens, il faut qu'ils rentrent par les photos et que ça leur plaise. Et si ça leur plaît, ils vont aller lire le texte. Mais c'est vrai qu'un texte dans une expo, dans une série qu'on expose, le texte, on peut pas espérer que les gens vont tous lire le texte pour comprendre les photos. Et pourtant, il faut parfois militer. Alors là, j'en reviens au photojournalisme et à Pascal Maître, pour en avoir beaucoup parlé avec lui aussi. Lui, il a une rigueur sur le terrain assez remarquable. C'est-à-dire que chaque soir, il édite ses photos, il écrit. Oui. Il écrit. Et des légendes très précises. Parce que ça, c'est important dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, c'est essentiel. Dans ce cadre-là, si on est sur ouais. une démarche plus littéraire, on va dire que c'est un peu différent. On peut se laisser porter, voire ne pas mettre de texte ou mettre peut-être un nom de lieu peut suffire à un storytelling. Il va donner des infos, mais le magazine, après, va le faire écrire par quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément allé Aussi, sur le bien terrain. sûr. Mais disons que même par des soucis d'archivage plus tard, enfin, Bien disons sûr, que toutes ces infos-là. Ouais, non, aussi, mais lui est un exemple parfait de cette. Rendre ça fiable, on va dire. Mais pour le photojournalisme, je fiable. pense que c'est essentiel, quoi, de Oui, compositeur, de connaître les gens, quoi. Mais c'est vrai que dans une expo, le texte, on peut pas se dire. Enfin, il faut que l'image fonctionne un peu sans le texte quand même, parce que si c'est voilà. Bah là, on en revient à la scénographie, un peu comme dans un bouquin. Absolument. Il y a l'idée de trouver un moyen aussi
Dans un livre, a priori, la personne qui achète le livre va quand même plutôt lire le texte. Parce que bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a acheté un livre 30, 40 euros, sauf si le texte fait 70 c'est peut-être pages. pas le texte qui va faire acheter le livre. Non, c'est le livre. L'acte d'achat sera tout à fait excité par l'image. Bien sûr, mais le texte, c'est important quand même. Enfin, moi, je sais que maintenant, il y a des livres photos qui n'ont aucun texte, parce que c'est un peu une mode dans certains. Il y a même un livre que j'ai acheté, je n'arrivais même pas à savoir la nationalité de l'auteur. Enfin, et c'est vrai que je suis allé sur Internet, taper son nom, parce qu'il n'y avait rien. C'est très, très... Oui, il y a un éditeur que j'adore, La Main Donne, que tu aimes aussi, je crois, qui publie pas mal de bouquins comme ça, sans le moindre texte. Voilà. Après, c'est son choix. Et, voilà. Et pour moi, en fait, moi, j'aime bien... Alors, moi, les textes sont des fois très brefs, je veux dire, mais j'aime bien que... Enfin, surtout les textes de photographes. C'est pour ça que ton exemple de Catherine Leroy m'intéresse. Je trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux photographes. Je pense qu'un des succès de certains photographes, c'est d'avoir raconté leur... Alors, pas forcément uniquement avec le livre, ça peut être avec un blog, ce qu'a fait aussi Alain Keller, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Son journal d'un photographe. Voilà, mais pour moi, les photographes ne racontent pas assez voilà. Mais je suis plus intéressé par des textes de photographes que des fois par des textes extérieurs, de critiques ou autres. Voilà, ça c'est... Mais il y en a qui font ça très bien. Ce que fait Agnès Cyr sur La Reine, par exemple, c'est incroyable. Bien sûr, non, mais après, il y a des journalistes qui le font très très bien, et puis ça peut être une interview. Moi, j'ai souvent utilisé les interviews dans mes livres parce que c'est aussi plus facile à lire. Mais je pense que c'est important. Après, il faut être clair que ton histoire, elle ne va jamais être comprise exactement comme tu as voulu la faire. Dès que tu n'es pas dans le photojournalisme pur et dur, où tu racontes un fait précis, avec des images précises, il faut penser que la photographie est toujours un univers ouvert et que la personne va s'engouffrer. Voilà. Je reviens à Rio, mais mes photos de Rio, selon que tu connaisses la ville ou pas, ça va complètement changer ta perception. Selon que tu aies une approche aussi, peut-être, entre guillemets... Je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas des photos où il n'y a personne dessus, ou il y a des gens qui n'aiment pas les photos floues, il y a des gens, enfin voilà, tu peux rien faire, quoi. Il y a des gens qui vont pas rentrer dans une esthétique aussi parce qu'ils ont des barrières esthétiques par rapport à ça, ou voilà. Donc il faut toujours penser que c'est ouvert et que les gens vont, voilà. Moi je pense que l'idée de la narration, c'est de faire sentir une homogénéité, de faire sentir une ambiance, de faire sentir une histoire qu'on raconte, sachant que la personne, mais comme en poésie ou en littérature, où la personne peut se l'approprier de façon différente. Donc oui, pour moi, le texte est important dans le livre, pas tellement dans l'expo. Et dans le diaporama, on peut le rendre intéressant et très important par la voix off. Voilà. Le problème de la voix off comme de la musique dans un diaporama, c'est que ça conditionne tout. Le problème de la narration avec le diaporama, c'est-à-dire que moi, j'ai fait des diaporamas. Suivant que je mette une musique un peu plombante, un peu lourde, mon diaporama passe... Mes photos passent pour sinistres, suivant que je mette une musique tu forces une interprétation, quoi. Exactement. Et la musique, c'est très compliqué de trouver une musique qui va avec les photos et qui ne prend pas le pas sur les photos. Ou une musique neutre, une musique suisse, quoi, un truc. Voilà. Mais après, ou alors des sons d'ambiance. tu te prends avec un micro, mais là, c'est encore un autre. C'est encore un autre truc. Et voilà. Donc en fait, j'ai pas mal travaillé. Du documentaire vidéo, les gars. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué sur le diaporama. C'est vrai que le photographe n'est pas censé non plus maîtriser tout. Non, par contre, tu parlais d'homogénéité. Là, au niveau formel, je reviens à tes ouvrages sur Rio. C'est très intéressant parce que là, par contre, on en revient à la pluralité de matériel et d'appareils utilisés. C'est qu'il n'y a pas d'homogénéité du tout. Tu te laisses une liberté totale au niveau de la couleur, même du traitement de la couleur, des noirs et blancs, des cadrages. Là, et ça fonctionne. Alors, ça a dû prendre du temps. On va revenir un tout petit peu après sur comment tu procèdes en détail pour faire ton editing. Mais là, tu t'es mis aucune contrainte dès le départ. Tu t'es dit, de toute façon, ça va marcher. C'est un peu ça le Brésil aussi. C'est un gros mélange de... beaucoup de choses. Oui, disons, pour chaque projet, j'essaye de voir comment j'ai envie d'écrire l'histoire aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a des histoires que j'ai écrites très, entre guillemets, plus linéaires. Sur La Havane, mon livre, j'avais décidé de faire que du noir et blanc. Oui, voilà. Que noir et blanc, et qu'avec un appareil pour être dans une espèce de... Voilà, je l'avais ressenti là-bas. En fait, voilà. Parce que le choix du matériel participe quand même. Participe tout à fait, ouais. Et c'est vrai que Rio, je voyais déjà plusieurs villes, j'avais un peu de mal. Donc, j'ai essayé plusieurs appareils pour voir aussi un petit peu, par plaisir, mais aussi pour voir ce que ça donnait, ses lumières, ses esthétiques. Mais pour moi, c'est toujours le défi. C'est-à-dire que je ne sais pas parce qu'on va faire que du format carré, cadré, très géométrique, que ça sera plus homogène. Enfin, l'idée, moi, mon défi, c'est d'essayer, comme dans une musique, en gros, de mélanger... je sais pas quoi, des percussions, du violon classique, du clavecin et de l'accordéon. Tu nous as fait du Bohemian Rhapsody un peu. Là. Voilà, et que ça tienne. Après, encore une fois, je laisse aux autres de voir, mais c'est vrai que mon premier livre que j'avais fait s'appelait Électricité, justement, c'était sur les villes. Donc, je suis content que Pascal Mette parle de ce sujet. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'univers urbain parce que c'était le moment à l'époque où il y avait plus d'urbains sur Terre
que de ruraux. Enfin, c'était le bascule dans les années 2000 à peu près. Exactement, j'avais lu ça et je m'étais dit, c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'humanité a plutôt vécu dans des villages, etc. Et maintenant, elle vit plus dans des villes et ça va s'accentuer. Et là, j'avais fait un livre mélange couleur et noir et blanc, et c'était moins fréquent à l'époque de l'argentique, parce que ça obligeait de partir sur le terrain avec des boîtiers couleur et noir et blanc, et c'est vrai que c'était assez plus contraignant, quoi. Et pour moi, dès le début, ça a été un moyen de trouver une narration qui me convenait. Donc voilà, après, je ne dis pas qu'il faut faire ça, je ne l'ai pas fait tout le temps, mais je pense que la narration, enfin, l'homogénéité ne dépend pas que de entre guillemets, d'une écriture photographique univoque. Et juste pour en revenir au choix du matériel et la destination, le Brésil et Rio en particulier ont quand même la réputation d'être des endroits un peu périlleux pour les photographes en termes de sécurité, de vol, etc. Est-ce que justement, ça peut pas être aussi un choix, un critère qui va Bien te sûr, faire bien aller sûr. avec juste un petit GR en te disant tiens, je vais être discret, plutôt que de sortir mon Leica M. Bon, là, tu as finalement tout sorti. On sent pas ça hein, quand on voit tes images, on a Ouais. plus l'impression de légèreté ou autre. Non, T'as il pas eu de faut, soucis. bah voilà, comment dire, il faut faire un peu attention, mais c'est vrai qu'à un moment, je suis avec un Nikon et un 300 mm f4, c'est pas Tu peux pas super. le cacher, ouais. Ouais, j'ai du mal à le cacher sous ma veste. Donc, parce qu'en fait, j'ai toujours 3 appareils avec moi, pour tout dire. Donc, en fait, Ouais. voilà, j'ai toujours un ou deux Ricoh et un Leica ou un Nikon ou un autre. En fait, voilà. Mais je ne vais pas aller me promener, enfin, je ne cherche pas les problèmes non plus. J'essaye de faire attention. Quand je suis dans une favela, je ne suis pas tout seul. Et puis, quand on me dit de ne pas faire de photos, je ne fais pas de photos. Enfin, je veux dire, je suis pas. Ouais, je veux dire, je suis pas dans le photojournalisme non plus de raconter des faits, etc. J'essaye plutôt de raconter la ville. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qu'on peut pas photographier, soyons clairs, mais en France aussi. Enfin, je veux dire. Non, bien sûr, c'est Donc pas propre voilà. à cette destination-là. Après, c'est vrai que c'est à Rio, on y pense plus qu'à Deauville, quoi. Voilà, ça, je suis d'accord. Voilà, on est plus inquiet. Mais ça fait partie du, entre guillemets, du récit, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un récit où on photographie. Moi, je photographie un peu plus vite, c'est-à-dire qu'on va pas rester 10 minutes à un endroit et se dire. Tiens, là, c'est pittoresque, tous ces gens-là, on va essayer de les photographier à un moment où ils sont un peu borderline et tout ça. Bah, si j'y vais vite, quoi. Je déclenche vite, donc mon appareil est prêt, tout est prêt. Je suis sur, voilà, par exemple un réglage à 2,50 m, je me mets à 1600 ISO, j'arrive, je déclenche 3-4 fois, où j'essaye de trouver une explication, d'être avec quelqu'un que je fais semblant de photographier. Enfin, je mets au point une petite stratégie pour aller vite, et je fais 5 photos en 15 secondes et je suis parti. Et puis je reviens 10 minutes après par une autre route peut-être et je refais la même scène à l'envers et voilà. Et puis peut-être que la première fois j'avais une casquette, la deuxième fois j'ai pas de casquette. Enfin, j'en sais rien. Voilà, il y a des petits trucs du métier qui font qu'on voilà, on va faire plus attention dans ces villes-là, mais il faut pas non plus trop, comment dire. Enfin voilà, ça fait partie du. C'est comme en montagne quand on marche, et ben. On fait attention à la neige, on fait attention au verglas, on fait attention à tout ça. On ne va pas marcher en espadrille dans un terrain difficile. Et voilà, c'est normal, quoi. Tu as évoqué tout à l'heure des images de transition, où finalement aussi le fait de savoir faire la part des choses entre une image qui va servir un propos narratif et une image qui va avoir des attributs esthétiques très forts. Alors sans rentrer dans les notions d'editing qu'on va aborder juste après, est-ce qu'il y a des choses, des éléments, des techniques, des conseils peut-être tout simplement, à la prise de vue auxquels il pourrait être intéressant de penser pour finalement rapporter la matière suffisante qui va nous permettre de raconter notre histoire, effectivement, mais surtout de pouvoir avancer dans notre histoire. Oui, enfin moi, dans mes stages, je conseille 2-3 choses comme ça. C'est-à-dire, par exemple, chaque fois qu'on peut et qu'on est moins dans une urgence, moi, je fais tout en horizontal et en vertical. Par exemple, je double mes photos en horizontal et en vertical. Enfin, quand ça a un sens, quand ça a vraiment aucun sens, non. Parce que pour la maquette du livre, par exemple, moi, je raisonne beaucoup en termes de livre. Bon, l'horizontale, si je prends un livre en vertical, est-ce que c'est une double page, pas une double page? Je sais que j'aurai ces problèmes-là. Et du coup, c'est bien d'avoir même un paysage, de le faire en vertical, parce que peut-être qu'il s'intégrera mieux que la photo horizontale. Et bon, recadrer une horizontale en verticale, c'est pas forcément... Il y a l'open gate maintenant pour ça. Voilà. Exactement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc moi, je fais les deux. Ça m'évite d'avoir un open gate. C'était un gros mot dans l'émission. Voilà. Fais pas attention. D'accord. Et donc, voilà, par exemple, ça peut être ça. C'est-à-dire, c'est anticiper déjà en se disant, bah, j'aurai une matière, je suis face à une architecture ou je suis face à une scène, bah, je la fais en horizontal et en vertical. La deuxième chose, c'est que je conseille aussi de ne pas utiliser de zoom et de cadrer large.
plutôt un peu large parce qu'on peut toujours un peu recadrer maintenant en numérique. Enfin, pour moi, le recadrage fait partie du travail normal du photographe, comme voilà, et pas du tout quelque chose. C'est pas de se rattraper, c'est que et que bon, ça permet aussi de remettre la photo un peu droite, tout ça. Et donc, je pense que c'est pas mal. Moi, je travaille qu'avec des courtes focales. Bon, là, à part, je parlais que j'avais un 300 mm parce que Oui, j'ai eu envie de tu faire. l'as dit quand même. Voilà. Non, mais j'avais envie à un moment de faire des photos un peu différentes. Ouais. C'était la 8e fois que j'allais à Rio sur les mêmes endroits. Et il y a des endroits, notamment les surfeurs, un endroit, je voulais avoir la route derrière et je voulais aussi avoir une. Donc, je suis pas. Mais c'était une focale fixe. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas sûr de les utiliser ou pas. Mais c'est vrai que globalement, c'est souvent un peu dommage d'être un peu trop serré parce qu'après, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Donc, c'est vrai, dans les petits conseils de base, horizontal, vertical. Et puis, après, un truc aussi concret, ne pas trop regarder ses photos sur le terrain. C'est-à-dire, faites des photos, quoi, mais ne passez pas votre temps à les regarder. On ne peut pas être à la fois dans l'action et dans la réaction ou dans l'analyse. Donc, moi, je regarde quasiment jamais mes photos. Même des fois, je ne regarde pas pendant 3 jours, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de. Bon, je pense qu'il faut aussi rester dans sa concentration de son histoire et pas toujours être en train de dire ah ben celle-là j'aurais pas dû, j'aurais dû, parce que quand on les voit tout de suite, on a un mauvais. Après, on va parler d'editing, mais c'est vrai qu'il faut pas tout de suite être le juge de ce qu'on a fait. Et juste pour amorcer la question de l'editing, tu gardes des JPEG en numérique ou tu fais plutôt du RAW en vue, justement, de l'editing? Alors, bon, j'ai souvent parlé de ça. Je n'utilise que les JPEG. Donc, enfin, je fais du RAW en plus par comment dire, une sécurité. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu comme la roue de secours dans la voiture qu'on avait avant. On avait une roue de secours, mais on l'utilisait assez rarement, mais ça rassurait quand même. Oh, c'est bien de l'avoir quand même. Voilà. Tu sais, ça existe toujours. Ça existe toujours. aussi. Parce que Enfin, moi, je crois certaines que, voitures, je crois que en dans ma tout cas. voiture, j'ai un truc une fausse roue de secours, je crois. Voilà. On s'éparpille. Voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est rassurant d'avoir les RAW quelque part, parce que voilà. Donc moi, je fais RAW plus JPEG, voilà. Mais c'est vrai que je travaille qu'avec les JPEG parce que ça me suffit et que mais mon expérience aussi bien en tirage grand format qu'en livre, je n'ai. Alors si vraiment le JPEG, enfin j'ai trop entre guillemets recadré un JPEG et j'ai envie de retourner à l'original, je vais aller rechercher le RAW. Donc c'est vrai mais donc je travaille en JPEG et ça marche très bien pour moi. Bon. Mais l'euro marche très bien aussi. Voilà, j'ai rien contre. C'est juste que j'ai trouvé cette façon de faire plus rapide, plus efficace pour moi, quoi. Alors, on l'a évoqué, parmi les outils et les techniques à disposition du photographe pour construire et ordonner son récit visuel, il y a l'incontournable phase de l'editing. On a demandé à Laetitia Guillemin, indépendante, iconographe et enseignante, de nous parler de cette étape fondamentale. D'abord, c'est une étape qui est très différente de l'étape de la prise de vue. Il faut la penser de manière un petit peu autonome. Il y a la prise de vue et il y a l'editing. Je pense que la première question qu'il faut se poser avant de faire un editing, c'est quelle histoire je veux raconter, à qui je vais m'adresser et comment je vais raconter en fonction de cette histoire. Voilà, moi c'est ce que j'appelle toutes les 3 grands axes qui sont la narration, le récit et l'histoire. Donc c'est plusieurs étapes, il faut arriver à combiner ces 3 étapes-là. Et pour combiner ces 3 étapes-là, c'est évidemment choisir des photos pour pouvoir répondre à la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je veux raconter et comment je vais raconter? Et assembler ces images de telle manière qu'un spectateur puisse comprendre ce qu'on lui raconte avec les images. Alors moi, les conseils que je donne en général, c'est quand on raconte une histoire en images, c'est de toujours penser la première et la dernière image. Ça permet d'encadrer le sujet, de se dire, bah voilà, comme exactement comme quand on raconte une histoire et qu'on dit il était une fois et qu'on ferme l'histoire avec ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. C'est-à-dire toujours penser un début et une fin, ça c'est hyper important, et choisir une photo qui va être, on va dire de manière complètement abstraite au milieu, elle va peut-être bouger dans l'editing, qui va être en fait une image qui va un petit peu donner le ton de l'histoire, qui va raconter en fait, qui va être la problématique, le climax on peut dire aussi. Et à partir de ces 3 images, entre la première et la deuxième, on développe, on va dire dans sa première partie,
Et entre la deuxième et la dernière, on développe avec plusieurs photos, évidemment en pensant euh, au rythme visuel, mais aussi en pensant au sens. Le fait ça permet de prendre de la distance avec ses propres photos et puis de se raccrocher toujours à ce que va raconter la photo quand elle est associée à une photo avant ou à une photo après. Bon, c'est intéressant, évidemment, tout ce qu'elle raconte. Toi, l'editing, ça prend quelle place dans ton boulot? Et tiens, Ouais. est-ce que c'est ce que tu préfères faire? Écoute, peut-être, oui. Enfin, ce que je préfère, c'est-à-dire, c'est à la fois. Enfin, ça prend 80% du temps, je pense. Enfin, un photographe, maintenant, le temps de sa prise de vue, alors, je n'ai pas calculé exactement, mais j'ai l'habitude de dire c'est entre 3 et 5%. Si on compte tout, enfin, je veux dire, le projet avant, de réfléchir à ce qu'on veut faire, trouver les moyens de faire ce qu'on veut, puis d'aller jusqu'au produit final qui va être, encore une fois, le livre, l'expo, le diaporama, enfin, comment montrer ses photos, le portfolio, puisque j'ai aussi pas mal travaillé sur la notion de portfolio. Donc, la prise de vue est un tout petit moment, en fait, voilà, du temps global. Et l'editing, un moment énorme, enfin, si on ramène tout ça. Donc, c'est vrai que l'editing, et pour moi, je disais tout à l'heure en préambule, c'est vrai que c'est devenu le moment où on fait naître sa photographie. Enfin, si je fais une analogie, j'aime bien des fois faire des comparaisons avec la cuisine. Je veux dire, la prise de vue, c'est on fait les courses, on achète les légumes et tout ça. Ben, l'editing, c'est le moment où on fait la recette et on fait cuire. Donc, si vous présentez tous les légumes à quelqu'un dans le vrac, il va pas très bien manger chez vous, quoi. Si vous faites un repas avec un menu bien travaillé et tout faire, et voilà, ça change tout. Et donc, pour moi, l'editing, c'est partir d'une. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est quand je pense qu'il y a 2, 3 règles. Alors, Laetitia Guiming, ce qu'elle raconte est tout à fait juste, quoi, mais c'est vrai que c'est un point de vue de quelqu'un qui aide quelqu'un ou qui est dans une logique, entre guillemets, presque d'un travail final, quoi. C'est vrai qu'on revient avec 5000 photos. On ne peut pas tout de suite dire ça, c'est la première de ma série, ça, c'est la dernière. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut gérer. C'est le temps de l'editing, c'est-à-dire qu'il faut l'étaler dans le temps. Donc, alors j'ai fait une formation là-dessus en vidéo avec Laurent Briac, ça s'appelle Apprendre la photo. Donc c'est vrai que cette formation, je crois qu'elle dure 7 heures. Donc déjà, le temps de la formation Ouais, est long. ok. Mais parce qu'en fait, il y a énormément de choses différentes dedans. C'est pas juste de dire mettre 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. C'est-à-dire... donc, pour aller très, très vite, parce que je vais résumer les 7 heures en 30 secondes. Merci. Mais c'est-à-dire que je pense, enfin, en tout cas, qu'il faut d'abord faire un editing rapide d'élimination. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser dormir ses photos sur son disque dur plusieurs mois avant de s'en occuper. C'est-à-dire que, donc, je prends souvent cet exemple, on revient avec 1000 photos d'un week-end. Il faut, dans la semaine qui suit, réduire ça à 200, peut-être, quelque chose comme ça, 250, et vraiment jeter les autres définitivement, quoi. Parce que on ne va pas garder 1000 photos d'un week-end, quoi. Voilà. Il faut juste être raisonnable. Avant, on n'en faisait pas 1000 en argentique, et puis on ne pourra jamais rien en faire. Donc, il faut arrêter de penser que tout pourra être utile un jour, sinon on n'avance pas, quoi. Donc là, mais ce premier editing, c'est pas de choisir les meilleurs, c'est d'éliminer toutes celles dont on sait qu'on fera rien, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, on a mieux, et puis simplement, c'est juste raisonnable de garder. C'est comme quand on déménage et on peut pas garder tous ses meubles de toute sa vie. À un moment, il faut élaguer. Et après, je pense que dans cette sélection de 25%, 20%, enfin, ça dépend évidemment des sujets, tout ça, il faut laisser dormir les photos. Et là, c'est là où, quand je fais mes stages, certains ont beaucoup de mal. Et moi, je conseille entre 2 ans et 5 ans. Oula. 1 an au moins, quoi. Il faut vraiment laisser dormir les photos. C'est-à-dire que, pour moi, il ne faut pas montrer une photo. Alors, je parle d'un cadre amateur ou d'auteur. Je ne parle pas d'un cadre de commande où, effectivement, ou même quand on est en résidence, on doit rendre un peu plus vite. Mais je pense qu'il faut laisser reposer longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il faut les revoir avec un œil, entre guillemets, débarrassé de la sentimentalité de la prise de vue, parce que bon, souvent, quand on voit les photos assez rapidement, on voit 2 images. On voit celle qu'on a faite et celle qu'on croit avoir faite. Il y a une sorte de calque dessus, quoi, voilà. Et puis, on est attaché à une photo. Moi, j'ai un exemple que je cite souvent dans un livre où il y avait une photo de montagne. Enfin, j'hésitais entre des photos de montagne et tout le monde me disait « Mais pourquoi tu veux mettre celle-là » Parce que moi, je savais que j'avais marché 7 heures avec mon Hasselblad, que j'étais à un endroit qui était à 3000 mètres d'altitude. J'avais eu du mal à y aller. J'étais attaché à cette photo. L'autre, je l'avais fait à un parking pendant un pique-nique.
Bon, mais la personne qui voit la photo s'en moque complètement. Ah, sauf si ça rentre dans du storytelling, justement. Les Bon, en même fameuses temps, coulisses, quoi. je n'avais pas découvert l'Himalaya. Hein, donc, je suis très modeste dans mes marches. Donc, mais c'est vrai que pour moi, c'était un souvenir assez fort. Mais le problème du storytelling, c'est que justement, il faut vendre quelque chose d'intéressant aussi et pas juste sa petite expérience. Et donc, c'est vrai que voilà, et j'étais attaché à cette photo. Voilà, des fois, on est attaché à des photos pour des raisons. Voilà, qui Mais c'est là sont qu'un pas- œil extérieur est intéressant. Et à quel Absolument, moment absolument. intervient du coup l'œil extérieur? Parce que là, tu parles de 2 ans d'attente. Donc là, c'est de la fermentation pour revenir à la cuisine. Ah non, moi, C'est un peu long, quoi. mon livre sur l'Afrique, j'ai fait editing 30 ans après. Donc là, c'est un peu excessif, je reconnais. Mais non, sérieusement, je pense que les photos, on les voit rarement dans les années qui suivent. C'est l'avantage aussi de la photo. Non, il faut laisser vraiment reposer longtemps avant de se dire, c'est ça ma sélection finale. En tout cas, alors on peut faire des editings peut-être par plusieurs étapes. Moi, en tout cas, je laisse dormir au moins 1 an et puis je reprends les photos. Et là, je refais une sélection de ces 250 et je vais réduire à 30 ou 40 peut-être. Et là, je les tire sur papier toutes. Donc, mon deuxième editing ou mon troisième va aboutir à des boîtes avec des tirages papier. Et ces photos-là. Quel format tu À préconises? 5. Moi, je fais à 5. Ouais. Enfin, voilà, je faisais à 4 avant et puis ça prend trop de place. Voilà. Alors, c'est vrai que je me retrouve, par exemple, avec Tokyo, je dois avoir, je sais pas, 1500 tirages maintenant, quoi. Mais c'est vrai que je vais repartir de ça après et après, à partir de ce stock de tirages papier, qui a l'équivalent avec un dossier qui va s'appeler sélection print ou sélection A5, j'appelle ça comme ça. Je vais repartir de cette sélection-là, qui est donc une sélection de 2e ou 3e génération, mais du coup, peut-être qui représente 4% de ce que j'ai fait, 3%, 2%. Je vais repartir de ça, parce que si je dois repartir de toutes mes photos, j'ai fait des photos de Tokyo depuis 1992, par exemple, si je refais quelque chose sur Tokyo, ce que je pense faire, je ne vais pas repartir de toutes les images, sinon je meurs noyé. Et tu Donc- laisses des notes comme ça avec les photos que tu laisses Non, celles qui sont pendant 2 disparues. ans Ah oui, j'ai un pour doc- repenser un petit peu à ce que tu voulais peut-être au Bah, départ j'ai mes photos de l'année, si tu veux. Donc, les photos que j'ai fait en 2023, elles sont toutes dans un dossier avec une première sélection qui a gardé en gros 25. Après, je dis 25%, c'est juste parce qu'il faut donner un chiffre, mais ça peut être 15, ça peut être 35, suivant si j'étais en forme, si je n'étais pas en forme, si j'ai fait un sujet, enfin, si c'était des sujets importants ou pas importants. Et donc, quand je reprends mes photos de 2023, je les reprends en 2025. Là, je vais reprendre des photos et je vais refaire un editing plus serré et voir celles qui vont rentrer dans des possibles séries, dans des possibles narrations. Et puis, je fais aussi chaque année un album avec, entre guillemets, mon best-of de l'année. J'essaie d'en garder sans noir et blanc, sans couleur, voilà, qui est aussi un exercice que je pense que l'editing, c'est un peu comme le pianiste qui fait ses gammes régulièrement, qui rejoue parce que, bon, il faut pas... Et pour moi, c'est un exercice un peu constant de regarder des photos. Puis des fois, j'ai des demandes. Je sais pas, on va me demander une photo possiblement pour illustrer une couverture d'un roman. Et on met le pitch et je cherche des photos. Et donc, je vais repartir de cette sélection-là, entre guillemets. Voilà, on me dit, tiens, tu n'aurais pas une photo qui peut illustrer ce sujet qui se passe en Turquie ou qui se passe à Istanbul ou à la Havane, et puis je regarde, et puis je soumets ces photos à une iconographe. Donc là, c'est plus quelques photos. Mais sur les histoires, et après, quand je sais, je ne ferai mon editing final, moi en tout cas, que si je connais la destination du travail. Le livre, l'expo, je reviens à ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les auditeurs pour qu'ils arrivent à ne pas tomber dans le piège de la facilité de l'image contemplative extrêmement réussie esthétiquement, mais qui ne sert pas le propos, si propos il y a? En fait, c'est un peu ce que j'ai évoqué, c'est qu'en laissant dormir sa photo un moment, quand on la reprend, on voit aussi si elle paraît tenir toujours la route par rapport à ce qu'on a envie de montrer, quoi. Une image, voilà, si on a un style contemplatif avec des... Pourquoi pas? Après, c'est vrai que des photos, par exemple, une série sur les volcans, une photo de volcan peut avoir un sens aussi dans la série, alors que toute seule, elle n'aurait pas beaucoup de sens parce que c'est de montrer différents types de volcans. Enfin, je dis ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on sait un peu ce qu'on veut en faire, il y a la logique aussi de vouloir vendre ces photos en tirage, qui peut être une logique un peu différente, parce que peut-être qu'une photo qu'on va trouver un peu plus classique, mais elle peut intéresser plus de monde qu'une photo très difficile, entre guillemets, qui n'est pas faite pour être vendue. Et puis, il y a donc, pour moi, je pense que le secret, c'est de laisser du temps, de revoir ça en fonction, et après, effectivement, de faire intervenir un regard extérieur.
Mais pour moi, il faut le faire intervenir que quand on a beaucoup travaillé dessus. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui débarque, vos photos, elles vous ont habité, vous avez fait les prises de vue. Surtout en numérique, on les voit quand même souvent, les photos, quoi. On les voit à la prise de vue, on les revoit sur l'écran de son appareil quand même un petit peu, on les revoit à l'editing. Avant, en argentique, on découvrait des photos peut-être 15 jours, un mois après, et puis le temps de les tirer, enfin, c'était long, le temps de l'argentique, sauf en diapo, où on allait un peu plus vite dans la presse. Mais donc là, on les voit quand même souvent, donc on vit avec. Tout ça, quelqu'un qui débarque, vous lui mettez... alors, pire, si vous faites tout en numérique, vous voyez tout sur un écran, vous montrez à quelqu'un 90 photos, vous lui dites quelles sont lesquelles tu garderais. Ne faites jamais ça, à mon avis, parce que la personne, vous la faites venir un mardi à 11 heures, vous la faites revenir un mois après, un mercredi à 16 heures, vous aurez un choix complètement différent, parce que suivant l'ordre dans lequel on voit les photos. Donc, il faut déjà, à mon avis, montrer sur papier, dans une taille correcte, avec des tirages corrects. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont, si vous changez, moi j'ai fait des tests pour m'amuser, quoi, voilà. Et les mêmes photos, j'ai tiré sur des papiers différents, quoi. Et en fait, là, beaucoup de gens sont plus sensibles au papier qu'à la photo. Donc, ils aimaient bien les photos sur des papiers, des beaux papiers mat, si le papier n'est pas un beau papier mat. Or, après, votre résultat final sera sur le même papier, on va dire. Donc, en fait, il y a des gens qui sont sensibles aussi. Et puis, il y a des photos qui marchent bien en petit format, qui marcheront moins bien en grand, en expo. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que juste j'aime, j'aime pas. Et après, c'est vrai que quand vous êtes dans un projet qui a déjà bien avancé, des gens comme Laetitia Guillemin ou d'autres, effectivement, vous arrivez avec une pré-maquette, vous arrivez avec une sélection de portfolio avec 80 photos. Là, ils peuvent vous dire, oui, là, je trouve que celle-là, elle est en trop. Que, voilà, là, c'est intéressant. Mais si vous arrivez, à mon sens, avec 1500 photos et que vous ne savez pas tellement encore comment aller, vous risquez d'avoir plein d'avis différents. Et en fait, un bon editing, ce n'est pas un référendum. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que 67% des gens aiment cette photo qu'elle est mieux que celle-là, où ça n'a que 52%. C'est vous. Il doit refléter votre personnalité et non pas, entre guillemets, un choix moyen fait par 5-6 personnes, même s'ils sont très compétents. C'est pour ça que moi, je refuse, par exemple, de donner mon avis sur des séries très, très larges, parce que je pense que mon avis n'est pas très intéressant, parce que si je peux amener la série, je l'ai fait aussi dans des exercices des fois, on va dire, avec la même base de départ, j'ai créé 2 séries qui n'ont rien à voir. Sur Deauville, je me suis amusé à ça. Dans des stages, des fois, je fais ça parce que j'ai fait, durant ma résidence à Deauville, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos, et noir et blanc et couleur, et je montre tous mes tirages de lecture sur Deauville, et je construis 2 séries de 30 à 40 photos qui montrent 2 visions complètement différentes et qui pourraient ne pas être le même photographe. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Ben, merci à vous.